Le Tour des Stades, votre rendez-vous qui débriefe chaque journée du championnat national avec tous les buts, toutes les réactions et analyses de nos journalistes et de notre consultant Vincent Magnès. Salut Vincent. Salut Manu. Une soirée des grandes premières ce soir, on peut dire. Il y en a eu. Une 12e journée qu'on va débriefer bien sûr ensemble tout au long de ce moment, de cette émission, avec notamment pour un petit récap quand même, pour commencer à introduire cette 12e journée. Vous l'avez dit, soirée des grandes premières, notamment pour le Stade Briochin qui, ça y est, a enfin gagné en tout cas dans cette saison 2022-2023. Si les gros fondu sur place, eh bien certains ont connu une résurrection. Je pense au Mans notamment qui a étrillé le puits. On parlera bien sûr de l'effet, peut-être du départ aussi également de Chris. Villefranche qui s'est imposé aussi également bien sûr à Borgo. Orléans qui renoue aussi également avec la victoire. Bref, on va tout vous raconter dans cette émission. Et on commence notamment avec un premier match, Vincent. Dunkerque recevait le Paris 13 Atlético. Match nul 0-0. On va tout de suite prendre la tendance du côté de Marcel Tribu en allant rejoindre notamment Frédéric Touchard. Salut Manu, salut Vincent, je vais tuer le suspense tout de suite. Ici, ça a fait 0-0 entre l'USL Dunkerque et Paris 13 Atlético. Un match cadenassé, un match où on s'est très peu enflammé avec mon consultant Aymeric. La première mèche a été allumée par les Franciliens avec Kadri, dont la frappe a échoué sur le petit filet de Sullivan Péan. Pour voir d'autres occasions, il a fallu attendre la deuxième mi-temps. Et d'abord une tentative de Louzif qui a échoué sur la transversale de Sullivan Péan. Et puis en toute fin de match, une tête de l'Everton Pierre stoppé par le gardien francilien qui a stoppé finalement cette action, la plus grosse occasion en faveur des Dunkerquois en toute fin de rencontre. Les Dunkerquois qui obtiennent leur premier match nul de cette saison pour Paris 13 Atlético de Vincent Bordeaux, arrivé il y a un mois aux commandes de l'équipe. Ça va beaucoup mieux ces dernières semaines. Merci beaucoup Fred pour ce récit Vincent. Deux enseignements. Déjà, Dunkerque ne marque plus de points, ne gagne plus, et puis surtout le Paris 13 Atlético ne perd plus depuis que Vincent Bordeaux est arrivé à sa tête. Alors Dunkerque a pris un point ce soir après deux défaites d'affilée, notamment il y a 15 jours la défaite face à Sedan à domicile. Donc c'était aujourd'hui important pour eux de renouer avec la victoire pour éviter d'être distancés, d'être rattrapés. C'était pas une chose facile face à cette équipe, tu l'as dit, de Paris 13 de Vincent Bordeaux qui ne perd plus. Même à 10 la semaine dernière face à Orléans, elle a réussi à tenir. Il faut prendre des points du côté de Paris 13 parce que là il y a le match de Coupe de France qui s'annonce pour eux cette semaine. Et ensuite ça va enchaîner Nancy, Borgo, Versailles, Concarneau. Il y a du lourd qui les attend. Ouais, parcours de la mort en tout cas pour les hommes de Vincent Bordeaux. Justement, Frédéric Touchard a laissé traîner son micro en conférence de presse et nous a permis de vous offrir cette petite réaction. Oui, une équipe qui est avant-dernière et qui enchaîne les mauvais résultats est forcément dans le doute. Après, ce que j'avais retrouvé, c'était que physiquement, ils étaient dans l'ensemble bien pour la plupart des joueurs. Mentalement pour certains touchés parce qu'ils jouaient pas ou ils jouaient peu. Par contre, je trouvais qu'ils étaient très généreux sur le terrain. Même pendant les matchs, même quand ils perdaient, je trouvais qu'il y avait quand même beaucoup de générosité. Donc l'ancien staff avait réussi à maintenir ça, ce qui est, je pense, très important. Donc mon rôle était surtout de leur montrer, moi, comment je voulais voir mon équipe jouer, que ce soit défensivement, offensivement, les objectifs qu'il fallait avoir quand on est une équipe qui joue le maintien. Il faut avoir l'humilité de savoir contre qui on va jouer et comment on va jouer. C'est pas le tout de se dire on joue le maintien et puis on doit gagner tous les week-ends. Il faut faire preuve d'intelligence face aux échecs, c'est-à-dire de ne pas paniquer parce que le championnat est très très long. Donc après voilà, j'ai essayé d'instaurer ça au niveau des joueurs. Pour le moment ça se passe bien, mais on ne juge pas après 3 matchs. Il faut attendre encore 2-3 mois pour voir où on en est, comment ça se passe, si l'adhésion est toujours au même niveau. Et mon objectif avec l'objectif du staff, c'est de maintenir ces joueurs-là dans cet état d'esprit de compétiteur et de jamais rien oublier à chaque fois dans une séance d'entraînement ou dans une semaine d'entraînement. Un autre match à présent, Bourg-en-Bresse-Péronard recevait le FC Martigues. Julien Verret commentait ce match en tout cas pour vous. Le récit de cette rencontre. Bonsoir Julien. Salut Vincent, salut Manu. Eh bien, c'était un soir de première à Verchères ce vendredi soir. Première pour Martigues, première victoire à l'extérieur de la saison pour cette équipe qui ne perd plus depuis son revers inaugural du côté de Versailles. Les Martégaux sont venus s'imposer en terre burgienne. Pourtant, ça n'avait pas forcément bien démarré pour eux. Ils encaissaient un but dès la 11e minute. C'est Amine Ouazani qui s'emmenait bien le ballon et qui réussissait à tromper la vigilance de Jérémy Emes. Mais les Martégaux
Martégo ne se sont jamais affolés finalement. Ils bénéficiaient de plusieurs occasions que Franck Lostis, le portier bressan qui fêtait son 200e match en national, a essayé de repousser. Les Martégo donc qui réussissaient à égaliser. C'était par l'intermédiaire d'un ancien bressan justement, Romain Montiel, qui était parfaitement servi par Karim Tlili. Le geste du buteur, une tête que venait catapulter l'ancien joueur de Bourg-en-Bresse pour égaliser un partout. Les Bressans qui se mettaient ensuite à la faute, ils commettaient celle-ci qui provoquait un penalty que se chargeait de transformer l'expérimenté Fouad Kadir. Le score était donc de 1-2 à la mi-temps et ensuite les Bressans n'ont jamais réussi à revenir à hauteur de leurs adversaires. Le brouillard qui tombait sur Bourg-en-Bresse n'en permettait pas d'ailleurs de sortir à cette équipe burgienne. Les Burgiens donc qui ne réussissent toujours pas à gagner à domicile. En face, les Martégo, eux, ont leur premier succès à l'extérieur et remontent au classement 3e ce soir. Merci beaucoup Julien pour le récit, le contenu en tout cas d'une rencontre que vous avez vécue pour nous sur FFF TV. Vincent, Martigues, quelle sensation dans cette saison 2022-2023. Incroyable. Alors après on va le voir avec le classement final quand tu vas l'annoncer, mais aujourd'hui le promu Martigues prend la place d'un autre promu sur le podium Versailles. Une seule défaite tout au long de cette première partie de saison, c'est effectivement assez impressionnant pour un promu. Une victoire à Bourg qui malheureusement pour les hommes d'Alain Pochac galère vraiment à domicile. 4 victoires cette saison, 4 victoires obtenues à l'extérieur et autant de défaites. Exactement, et puis on a vu un buteur du côté de Martigues, c'est bien sûr Romain Montiel. Romain Montiel, c'est l'un des très très bons coups du FC Martigues. Oui, et bien cet été, il y avait sans doute de la revanche dans l'air, lui qui retrouvait son ancien coach, bien sûr Alain Pochac. Romain Montiel encore une fois décisif pour Martigues. Ouais, alors je sais pas s'il y avait de la revanche dans l'air parce que je pense qu'avec Alain Pochac ça se passait très bien, mais c'est vrai que Romain Montiel réalise une saison juste extraordinaire. Il est dans une peut-être dans l'équipe qu'il lui aurait fallu depuis le début de sa carrière pour pouvoir briller autant. C'est un joueur qui fait énormément de bien à cette équipe. Il y avait un homme ce soir, Vincent, qui fêtait son 200e match en championnat national, un gardien, je sais que vous l'aimez beaucoup, il s'appelle Franck Lostis, forcément déçu après cette nouvelle défaite pour Bourg-en-Bresse-Péronard. Forcément, on avait à cœur de prendre les 3 points ce soir pour enfin lancer la saison à domicile. La 200e, quelques arrêts, c'est anecdotique. Tant qu'à la fin, il n'y a pas les 3 points, il n'y a pas la satisfaction. Donc, il ne manque pas grand-chose. Mais il faut voilà, c'est un discours un peu bateau, mais il faut qu'on continue à cravacher et à forcer pour l'arracher, cette première à domicile. Il faudra aller chercher aussi des points encore à l'extérieur, ce que vous arrivez à faire par contre. Bah oui, voilà, ça ne nous laisse pas le choix. Donc voilà, on sait ce qu'on doit faire, mais surtout rectifier le tir à domicile. On part du côté du Mans désormais, mon cher Vincent. On le rappelle, Chris a été démis de ses fonctions en début de semaine dernière après un nouveau revers. On va justement aller prendre le pouls du côté de Maxime Bonhomet. Y a-t-il eu un effet Chris, mon cher Maxime? Bonsoir et racontez-nous surtout le contenu de cette rencontre avec des buts et un score large pour les Manceaux. Salut Manu, salut Vince. Quel match on a vécu ici ce soir au stade Marie-Marvin. Pourtant bien malin celui qui aurait pu donner le résultat juste avant la rencontre entre deux équipes qui étaient mal classé, qui était dans la zone rouge, une équipe qui ne perdait quasiment aucun match avec le Puy et le Mans FC qui a vécu une semaine très compliquée avec notamment le départ de Chris, l'entraîneur depuis 1 an et demi. Et pourtant, les Manceaux ont semblé totalement différent par rapport aux dernières semaines. Il y a eu du jeu, il y a eu de l'impact positif. Ils étaient présents les Manceaux sur les duels et ils ont logiquement dominé une équipe du Puy qui n'était pas assez justement présente, qu'on n'a pas beaucoup vu d'ailleurs dans cette rencontre. Il y a eu un doublé d'un ancien joueur du Puy, à savoir Fadiga, un but de Macan Echo, un but de Théo Eyoum. C'était le choix assez fort de l'entraîneur par intérim, Johan Ferprier, de faire jouer ce jeune joueur qui n'avait aucune titularisation. Une très belle première pour lui et un but stratosphérique comme il en a l'habitude, comme c'était le cas face à Martigues il y a 3 semaines de Geoffrey Karchi. But de Othman Dadoun également pour la formation du Puy. Au total ça fait 5-1. Nouvelle large victoire ici au stade Marie-Marvin pour les Manceaux. Maintenant l'objectif pour les hommes d'un coach qu'on ne connaît pas encore, c'est de gagner également à l'extérieur. Victoire du Mans ici ce soir pour la 12e journée du championnat.
Merci beaucoup Maxime. Vincent, je me retourne vers vous parce qu'il y a eu 2 bijoux dans cette soirée, 2 buts de très grande qualité et notamment un but comme un symbole de Aiko qui est absolument magnifique. Hein. Ouais, Aiko, parce que déjà c'est lui en fait qui anticipe bien la passe d'un Pono plein axe. Il la récupère, il est quand même pas loin du milieu de terrain. Derrière, il enchaîne, il accélère. Il se retrouve aux abords de la surface et son enroulé pied droit, enfin enroulé plat du pied. Je sais pas comment il la met, mais en tout cas, elle finit petit filet. Elle est magnifique. Elle est magnifique, Vincent. Je disais comme un symbole parce que ça fait partie, Aiko, de ces jeunes joueurs lancés justement dans le grand bain par Chris. C'était l'un des points positifs du passage de Chris du côté du Mans FC et je sais que vous avez souvent insisté là-dessus. Ouais, et puis c'est toujours, ça m'embête toujours un petit peu quand on parle de choc psychologique avec le départ de Chris parce que bon, aujourd'hui ils ont gagné 5-1, les Manceaux c'est super pour eux, c'est super pour leur public, mais ils en avaient mis 6 aussi face à Sedan avec Chris. Aujourd'hui, bon, voilà, maintenant ça y est, la page Chris est tournée. Espérons que cette équipe, ça y est, elle reprenne des ailes et qu'elle vienne tâter un petit peu du haut de tableau. Ouais, exactement, qu'elle lance enfin sa saison. À l'inverse, un petit mot quand même sur le Puy, c'est une défaite qui va faire beaucoup de mal au Pono là. Bah ouais, parce que sur ces 4 derniers matchs, Coupe de France y compris face à Andrézieux, c'est une équipe qui avait montré de très belles qualités et Roland Viera justement espérait un peu plus de points glanés, en tout cas les 3 points glanés à chaque fois en championnat parce que il a beaucoup insisté sur l'état d'esprit qui était très bon du côté Pono et cet état d'esprit en fait il ne peut être que récompensé qu'avec les 3 points. On attendra Vincent maintenant la nomination du prochain coach du côté du Mans FC. Il y a eu beaucoup de noms qui ont été annoncés mais pour le moment aucune officialisation. Est-ce que vous avez des infos? Est-ce que vous avez une petite... Comme tout le monde, j'ai cru à Hans à un moment donné, puis apparemment c'est pas encore fait. Exactement, ce serait pas encore fait pour Frédéric Hans, ça coincerait. On verra bien sûr dans les jours à venir ce qu'il pourra se passer. On vous tiendra bien évidemment au courant dans le tour des stades comme après chaque journée de championnat. Vincent, on part du côté de la Corse, se réchauffer un petit peu. Et ça a été chaud aussi également sur le terrain. Peut-être l'un des scénarios les plus haletants de cette soirée. Le FC Borgo qui accueillait le FC Villefranche-Beaujolais. Victoire des Caladois, 3-2 et le récit de ce match avec Julien Pernici. Salut Manu, salut Vincent, première victoire de la saison à l'extérieur pour le Villefranche-Beaujolais qui s'est imposé sur le terrain de Borgo où les Corses ont payé leurs errements défensifs et justement c'est de nouveau de ce côté-là que cela a pêché pour les hommes d'Alexandre Torres qui ont montré que dans ce championnat les erreurs défensives se payent cash aussi bien dans les 20 premières minutes que dans les 10 dernières. Les joueurs de Borgo auraient pu revenir au score parce qu'ils avaient marqué un penalty en première période pour revenir à 1-2, mais Moustapha Sangaré a raté un deuxième penalty en début de seconde période et ce deuxième penalty raté a fait mal aux hommes d'Alexandre Torres qui n'ont finalement pas pu aller chercher ne serait-ce qu'un match nul dans cette partie. Côté caladois, la satisfaction est là, celle d'avoir gagné pour la première fois à l'extérieur cette saison. Ils n'ont jamais véritablement tremblé, les hommes d'Hervé de la Major, et malgré les temps forts de Borgo, et puis surtout ils ont su faire preuve de réalisme et de sang-froid dans ce match en concrétisant leurs très rares occasions dans ce match. Mais en tout cas, le résultat est là. Les Caladois remontent au classement et on va finir sur une statistique complètement folle. Les joueurs de Borgo ont obtenu 5 pénaltys sur les 2 derniers matchs. Ils n'en ont transformé que 3 et au final, ils n'ont gagné qu'un point sur 6 possibles. Cela veut dire que les pénaltys, il faut les transformer. Autre stat, une dernière, Sofiane Bell, formé à Bastia, formé au Sporting Club de Bastia, il a marqué son premier but en national sous le maillot caladois devant ses proches. Et en plus, c'est pour donner la victoire aux hommes d'Hervé de la Major. Merci Julien pour ce récit. Vincent, je me retourne vers vous. Ça y est, c'est la résurrection. Est-ce qu'enfin Villefranche a lancé sa saison ? En tout cas, ça en a tout l'air, parce qu'après sa belle victoire face à Nancy lundi, aujourd'hui c'est une victoire à l'extérieur, sa première victoire à l'extérieur. On sait que les hommes d'Hervé de la Major en fait ont... Pareil, il y a de la qualité énorme dans cet effectif. Aujourd'hui, le fait d'aller gagner à Borgo, c'était pas non plus, ça devait pas être forcément une sinécure parce que Borgo restait quand même sur une belle victoire face à Châteauroux aussi. Ouais, exactement. Vous faites bien de le dire. Borgo qui s'accroche, mais Villefranche qui l'emporte avec forcément un entraîneur heureux, Julien Pernici, qui est allé jusqu'au parking du complexe de Borgo pour justement vous glaner cette réaction d'Hervé de la Major. Non, on s'est rendu même compliqué. Je dirais qu'on avait bien débuté en marquant ces 2 buts, en faisant le braquet assez rapidement, mais on a relancé l'adversaire en faisant des erreurs. Et c'est vrai qu'on a tremblé jusqu'au bout. Malgré qu'on ait refait le break par la suite, on a tremblé jusqu'au bout, mais on sait quand même que
Ça allait être un match difficile, personne jusqu'à maintenant est venu gagner je crois ici, donc c'était un match qui s'annonçait compliqué à la base. Et nous il nous fallait enchaîner aussi une bonne série actuelle, donc c'est fait, c'est une première victoire à l'extérieur qui fait du bien. Et puis dans ce championnat très versatile, vous n'êtes plus qu'à 3 points du deuxième, ça veut dire que quand même il y a encore des choses qui sont possibles dans ce championnat. Ouais, le calendrier est un peu faussé parce que c'est vrai que le championnat est tellement serré aujourd'hui, il ne faut pas trop regarder le classement mais surtout les points qu'on prend. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on s'estirpe un peu de la zone de relégation. On se rapproche du haut, mais on regarde encore vers le bas. Je ne sais pas si c'est calamiteux. On prend un but sur une erreur individuelle, certes, mais moi je trouve que sur le contenu du match, on fait un bon match. Sur le contenu global, on fait un bon match. Le truc, c'est que dans notre surface, on donne. Faut que je revoie les buts, mais je pense qu'on donne les 3. Et on rate beaucoup d'occasions. Je regarderai, on fera le bilan sur les occasions manquées dans la surface adverse. Je pense on a rarement eu autant de situations dangereuses à domicile contre nos adversaires. Alors les fois d'avant, on marquait sur nos rares occasions. Là, on en a eu beaucoup, mais on en a gâché beaucoup. Ouais, c'est la caractéristique du national. De piquer sur les erreurs individuelles des adversaires. Mais le truc, c'est qu'on est prévenu et que semaine après semaine, on a tendance à refaire ce type d'erreurs individuelles qui coûtent à l'équipe. Alors après, on y met beaucoup de cœur, on y met de la volonté, on y met... je pense que sur le plan de jeu, on était plutôt dans le vrai aussi. Mais aujourd'hui, on a gâché dans les deux surfaces. Vincent, ça fait jamais plaisir, mais on va entamer une séquence 0-0 avec des matchs sans but et on va commencer notamment avec ce gros choc. Cholet qui recevait Châteauroux. Jérôme Lecomte était au commentaire de cette rencontre pour FFF TV. Bonsoir Jérôme, racontez-nous le contenu justement de ce gros choc. Salut Manu, salut Vincent. Avec Mathieu Chabert, on va pouvoir débriefer ce match, ce 0-0. Un soulagement quelque part quand même, Mathieu? Pas forcément, parce que je pense que sur la physionomie du match, on a les plus grosses occasions. On a été en danger sur quelques contres, mais on a su bien gérer ça. On a la possession, on a joué haut. Puis ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a mis fin à une série de défaites. Et l'attitude et la mentalité des joueurs a été exemplaire. On va s'appuyer sur ça. On a l'impression d'avoir vu deux mi-temps équivalentes finalement, avec une domination permanente et de grosses occasions quand même. Hein. Mais surtout en première mi-temps, où on en a une énorme notamment. Mais quand on est convalescent comme ça, voilà, c'est chaque chose dans son temps. Alors certes, on aurait aimé repartir avec les 3 points, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de clean sheet. On a su être costaud, avoir la bonne attitude, une grosse présence sur la transition défensive. Maintenant, il va falloir concrétiser les occasions qu'on a et on va repartir de l'avant, j'ai pas de problème avec ça. Est-ce que vous avez eu le sentiment de retrouver Versailles quand Cholet a finalement attaqué sur les dernières minutes ? On est un petit peu partagé dans ces situations-là parce qu'on a envie d'aller chercher la victoire parce qu'on pense qu'elle n'est pas loin, mais il faut être très attentif à ne pas se faire prendre en compte, ce qui a failli arriver d'ailleurs. Mais c'est bien, on a vu des joueurs, des garçons qui lâchent pas, qui se battent. Et si on a cette attitude-là pendant beaucoup de matchs, on va prendre beaucoup de points. L'information à retenir, c'est évidemment cette spirale négative qui est coupée du côté de Châteauroux avec ce bon point pris sur la pelouse de l'Omnisport de Cholet. Merci beaucoup mon cher Jérôme. Vincent, là encore une fois, on peut le dire, Châteauroux fait du surplace. C'est le 3e match sans victoire pour les Castelroussins, Mathieu Chabert. Ouais, alors en tout cas, après, on peut toujours dire aussi qu'ils ont un petit peu stoppé la série de défaites d'affilée. C'est vrai que Mathieu Chabert, il était très remonté il y a 15 jours face à Borgo. La semaine dernière, il l'était aussi. Et aujourd'hui, ce match nul à Cholet qui est quand même pas la grosse équipe en forme, mais l'une des équipes en forme. Ça reste quand même sur une très très belle série, mis à part cette élimination en Coupe de France qu'avait énormément déploré Stéphane Rossi. Sinon, en championnat, c'est quand même une équipe qui marche bien. Alors, avec la réception du Mans la semaine dernière, évidemment que cette équipe de Cholet avait à cœur de faire le plein, à prendre 6 points sur 6. Malheureusement, aujourd'hui, il y a une équipe en face qui a certainement bien défendu son biscuit, on va dire biscuit. C'est biscuit pour ce soir.
Un autre 0-0 cette fois-ci, il faut partir du côté de la Bretagne, du côté de Concarneau. C'était l'autre grand choc de cette 12e journée avec la réception pour les Concarneaux, pour les Tonniers du Red Star. Match nul 0-0. C'est presque étonnant en tout cas de ne pas avoir vu de but entre ces deux équipes. On va tout de suite aller prendre le pouls avec Nicolas Cougo qui a vécu ce match pour nous. Bonsoir Nicolas, racontez-nous ce que vous avez vécu de vos yeux. Salut Manu, salut Vincent. Ici à Concarneau, on s'attendait à un grand match puisque c'était la grande affiche de la soirée entre Concarneau et le Red Star. On a été servi, on a eu un match avec énormément d'intensité et surtout un plan concocté et mis en place par Habib Beye qui a parfaitement fonctionné pour bloquer les Tonniers. Le Red Star aurait dû peut-être, probablement, virer en tête à la pause et ensuite, en deuxième mi-temps, les deux équipes se sont un petit peu plus équilibrées, les débats se sont un petit peu plus équilibrés, la fatigue physique aidant aussi. 0-0 au final. On a presque envie de dire qu'au point, le Red Star est sorti vainqueur de cette rencontre, mais si la seule conséquence, si l'on regarde le classement, c'est que Concarneau, d'une part, reste en tête et surtout, grappille un point de plus sur ses poursuivants directs. Merci Nicolas. Vincent, là encore une fois, 0-0 entre Concarneau et le Red Star qui sont parmi les meilleures attaques de ce championnat. C'est une demi-surprise, une petite surprise. Et surtout quand on voit la victoire du Red Star la semaine dernière où tout le monde dans cette équipe est capable de marquer. Aujourd'hui à Concarneau aussi, face à une équipe qui marque énormément de buts sur ces derniers matchs avec ces 4 victoires d'affilée. C'est vrai que le 0-0 est très étonnant. On n'a pas vu le contenu, mais ça devait être quand même palpitant. Ouais, ça devait être palpitant. Juste un mot, alors que les lumières du stade sont voilà. Économie d'électricité, on vous avait pas menti, en tout cas on suit les directives du côté du stade Jean-Bouin. Un petit mot quand même sur Amine Boutra. Il vient d'être élu meilleur joueur de ce championnat national sur le mois d'octobre dernier. C'est la deuxième fois quand même depuis août. Ça montre encore une fois qu'Amine Boutra, on le rappelle, en tête du classement des buteurs et parmi les principaux belligérants du classement des passeurs. Ça montre l'excellent début de saison qu'a réalisé Amine Boutra. Il est exceptionnel ce Amine Boutra parce qu'en fait on dit de lui qu'il est, voilà, c'est le numéro 10, c'est le meneur de jeu, mais il est capable de marquer. En fait, moi, il me fait penser aussi des fois, parfois, profil un petit peu à la Pagis, parce que c'est pas quelqu'un qui va super vite. Par contre, il est capable de prendre la profondeur, il est capable de marquer, je le disais, il est capable de donner et surtout, il est capable de répéter les grosses performances. Exactement. Ce n'est pas une première pour le prochain match qui nous attend, Vincent. D'abord, une petite réaction, pardon, excusez-moi. Une petite réaction du côté de Concarneau, justement glanée par Nicolas Cougo. Un peu de frustration parce que je pense qu'on pouvait marquer peut-être 2 ou 3-0 en premier mi-temps. Après, comme on dit, c'est un match de football. 45 minutes, ça ne suffit pas. Malheureusement, on n'a pas pris de but, on n'a pas marqué, mais ça reste un bon match de haut tableau. Ouais, on avait la sensation qu'il y avait un plan qui avait été parfaitement établi pour contrer, enfin je ne vais pas dire contrer, plus bloquer Concarneau, l'empêcher de jouer. Ça a parfaitement fonctionné en première mi-temps. Les meilleures occasions sont pour le Red Star. Mais bien sûr, on les a étudiés bien comme il faut. Donc c'est ça qui nous a permis d'avoir 2-3 situations en premier mi-temps. Mais dommage, on n'a pas marqué. Après, ça reste une bonne équipe. Ils sont dans une bonne dynamique, nous aussi. Ce soir, on voulait vraiment marquer le coup, mais malheureusement, on repart avec un point. On est un peu frustré, mais bon. Un bon point à l'extérieur, ça vaut 3. On a, pour moi, des situations bien plus importantes que l'adversaire, puisque l'adversaire n'en a pas du tout. Je n'ai pas de souvenir que d'avoir vu Ludo Butel faire un arrêt, à part la frappe de Manaï en première période qui voit en fait extérieur. Et c'est les seules choses que Concarneau ont pu faire offensivement. Et ça, c'est une vraie satisfaction quand on sait ce qu'ils sont capables de faire ici à Guy Piriou et ce qu'ils font depuis le début de saison. Donc mon équipe a été très solide défensivement. Je considère qu'on s'est comporté comme une équipe qui serait venue ici leader, mais ce n'est pas le cas en ce moment. C'est Concarneau qui est leader et il le mérite au vu de leur début de saison. Mais ça donne beaucoup de force et beaucoup de confiance en mon équipe. Je le disais juste avant, ce n'est pas une première pour ce soir pour Orléans, mais Orléans n'avait plus gagné depuis le 26 août dernier, victoire en but à 0 face à l'US Avranches Mont-Saint-Michel. François Poulet commentait ce match pour vous, pour nous sur FFF TV. Bonsoir François, racontez-nous un petit peu le contenu. Bonsoir Manu, bonsoir Vince. Enfin, le stade de la Source a pu laisser exploser sa joie. Ce soir, c'est en effet la première victoire de la saison ici à domicile pour l'US Orléans face à l'US Avranches. Une très courte victoire, 1-0, un but de Kevin Fortuné sur penalty juste avant la pause. Mais c'est une victoire méritée, en tout cas pour les hommes de Xavier Collin qui auront été supérieurs à Avranches dans ce match, malgré la fin de match un petit peu folle avec notamment Anthony
Beuve qui était dans la surface de réparation adverse pour les dernières secondes, les dernières minutes de ce match. Mais voilà, ils ont été dans la réaction, les Avranchinais, face à une équipe de l'USO qui a retrouvé confiance pour cette première victoire. Et ça fait du bien aux hommes de Xavier Collin au classement notamment. Pour Avranches, 5e match sans succès. Damien Haute nous le disait, il y a beaucoup d'adversaires qui sont supérieurs à lui. On l'a encore vu ce soir, l'USO donc vainqueur 1-0 ici. La première victoire au Stade de la Source. Vincent, je le disais, Orléans n'avait plus gagné depuis le 26 août dernier. Ça paraissait presque une éternité. Il y a eu cette série de matchs nuls. Ouais, il y a eu match nul, Orléans, c'est les champions du nul là. Exactement, c'était les champions du nul. Ça y est, ils retrouvent la victoire. Alors un petit but sur penalty, mais un but qui fait du bien, beaucoup de bien pour les hommes de Xavier Collin. Beaucoup de bien, et j'imagine, nous on était sur l'un des derniers matchs nuls à domicile des hommes de Xavier Collin. On avait entendu les sifflets du Stade de la Source. Ça m'avait un petit peu gêné parce que une équipe elle fait jamais exprès de faire match nul. Je pense que Xavier Collin il a une équipe qui donne tout. C'est quand même la meilleure défense. On le disait, en fait, les 8 nuls à peu de choses près auraient pu se transformer assez souvent en victoire. Il y a eu des nuls très frustrants. Je suis content pour les hommes de Xavier Collin. Et comme tu sais, Manu, on n'a aucun chouchou, donc je suis aussi déçu pour Damien Haute et les Avranchinais parce que malheureusement pour eux, ça fait 5 matchs en victoire. Ouais, exactement, ça commence à être une série un petit peu compliquée pour les Avranchinais de Damien Haute. Plusieurs réactions. On commence tout de suite avec un entraîneur heureux, Xavier Collin, qui est au micro justement de François Poulet. Et voilà, on est fiers de ce qu'ils ont proposé ce soir. On l'attendait avec impatience, mais voilà, ils ont montré ce soir qu'il y avait la qualité et en plus de l'engagement, la détermination nécessaire pour gagner des matchs. Ça reste un championnat qui est difficile et il faut quand même faire des gros matchs pour gagner. Et, voilà, on connaissait la qualité de cette équipe d'Avranches, on l'a encore vu dans l'utilisation, ça reste une équipe qui reste très intéressante. Mais voilà, fier de mes joueurs ce soir. J'avais avec moi en consultant Brandon Agounon et à la 87e, je lui ai dit, est-ce que là, vos coéquipiers sont en train de penser que à chaque fois, on a fait des matchs nuls, etc. Est-ce que là, psychologiquement, vous l'aurez peut-être dit dans le vestiaire à la mi-temps, on mène, on garde ce but d'avance? Alors, on a souvent eu ce discours-là, malheureusement. On a souvent mené dans les premières mi-temps. On leur a dit à la mi-temps, il faut continuer à attaquer, il faut aller mettre ce deuxième but, même s'il n'est pas arrivé. Et on l'a vu, jusqu'à la dernière seconde, on a tremblé sur les 2-3 centres que Avranches fait. Mais voilà, elle fait tellement de bien que voilà, on va se satisfaire de ce 1-0. On ne prend pas de but, encore une fois, pour la troisième fois de suite. On reste solide défensivement et ça c'est important. On parle souvent de coaching gagnant quand il y a des remplacements. Mais là vous avez mis Steve Solvay au milieu et nous de notre poste, c'est un très gros match et l'intensité il l'a mis aussi avec Loïc au milieu de terrain, c'était important. Oui, tout à fait, je pense que voilà, là aussi c'était un de nos défauts à domicile, on ne récupérait pas assez de ballons dans l'entrejeu. Le fait de récupérer Steve avec Loïc, de vrais récupérateurs, ont mis beaucoup d'intensité, ça nous a permis d'aller chercher un peu plus haut et voilà, ça reste un joueur qui revient d'une longue blessure mais qui est en train de retrouver tout son potentiel et tout le bien qu'on pense de lui. Et il reste un joueur très important dans l'équipe de notre équipe. Après Xavier Collin, le micro et la parole a été donnée à Xavier Gravelaine. Xavier Gravelaine, on oublie de le dire, mais qui est directeur sportif cette saison de l'US Avranches Mont-Saint-Michel et qui fait le point justement sur cette série un peu difficile. Non, c'est toujours le même problème. On est gentil, on fait des bons matchs. On rentre dans une période où c'est un peu dur en ce moment. Donc on n'est pas... Voilà, c'est un bon groupe, il y a beaucoup de qualité. Et soit il n'y a pas d'agressivité dans le football, s'il y a de l'agressivité, même quand on démarre bien. Avoir un trou de 20 minutes, ça ne pardonne pas face à une équipe qui est chez elle et qui cherche une victoire depuis longtemps, quoi. Mais ça se joue à très peu, quoi. Donc un penalty sur une mauvaise relance, une erreur de notre part. Et voilà, c'est des petits détails. Bon, on le dit en niveau pro, en Ligue 1, en Ligue 2, mais en national c'est pareil. Et surtout quand c'est un championnat très, très relevé. Donc avec beaucoup de frustration, mais il faut serrer les dents, on est un petit club. On a fait un bon début, on a perdu 4 points sur tapis vert, sur des règles... Voilà, on ne va pas revenir, on va essayer d'aller les chercher en appel. Mais voilà, c'est un bon groupe, mais il va falloir se battre jusqu'au bout. Mais toutes les équipes vont être obligées de se battre jusqu'au bout. Donc un soir ça réussit et d'autres soirs ça réussit pas. Mais en tout cas l'agressivité, si elle n'est pas là, c'est sûr qu'on ne pourra rien faire. Une dernière rencontre dans ce vendredi soir. Versailles est tombé pour la première fois de cette saison à domicile. Versailles qui a perdu Youssef Chibi, on le rappelle, mis à pied en début de semaine dernière du côté du FCV. Juste avant de rentrer dans
juste avant de rentrer bien sûr dans le contenu de cette rencontre, Vincent, un petit mot quand même sur le départ de Youssef Chibi. On a lu et entendu beaucoup de choses cette semaine. On a eu l'occasion bien sûr d'échanger aussi également avec les dirigeants du FC Versailles à travers ce match. Expliquez-nous pour quelles raisons Youssef Chibi a été mis à pied. En fait, on sait pas exactement pourquoi en fait il a été mis à pied. On sait qu'effectivement il a des problèmes en ce moment avec la justice. La justice, pardon, mais en tout cas pas encore. Il est toujours innocent pour le moment. Après, c'est vrai qu'il y avait quelques frictions en interne avec certains dirigeants. Ça serait peut-être pour ça qu'il a été écarté, en tout cas pas à cause de ses résultats, parce qu'il était deuxième avec une seule défaite, deux défaites, elles étaient à l'extérieur. Pour un promu, il a quand même fait un sacré travail. Exactement, pas des raisons forcément sportives. On sait que, comme vous l'avez dit, il y a eu des soucis en interne avec certains dirigeants, avec certains joueurs. Peut-être que ceci a poussé en tout cas les grands patrons du FC Versailles à mettre sur le côté Youssef Chibi. On termine vite fait sur ce volet avant bien sûr d'arriver au match. À noter la présence de Jean-Luc Vasseur ce soir au stade Jean-Bouin. Ça pourrait donner une indication sur l'identité du prochain entraîneur du FC Versailles pour vous ? Effectivement, il était là, il était invité, il était en bas de notre petit pupitre. Donc on se dit que évidemment Jean-Luc Vasseur fait partie des coachs qui pourraient intéresser fortement le FC Versailles, parce que c'est quelqu'un qui connaît parfaitement la région parisienne pour avoir entraîné le PFC ou Créteil. Il a cette grosse expérience du national, cette grosse expérience aussi de pouvoir gérer des joueurs qui ont des CV assez hallucinants pour le niveau, parce qu'il a quand même entraîné à Châteauroux. C'est vrai. Avec des joueurs aussi très capés. Donc voilà, je pense que c'est le bon profil. Exactement. Peut-être le bon profil. On aura l'occasion bien sûr de commenter les confirmations du côté du FC Versailles. Mais on revient sur donc la première défaite à domicile du FC Versailles, mais surtout la première victoire, on le disait, dans cette saison 2022-2023 du Stade Briochin de Karim Mokedem. Alors on va revenir sur le contenu de cette rencontre, vous dire notamment que tout s'est décanté en deuxième période. 46e minute de jeu déjà, avec l'expulsion de Gomis. À ce moment-là, le Stade Briochin est à 0-0 et perd un joueur, va devoir donc faire une seconde période en infériorité numérique. On se dit que ça va être dur pour les Griffons qui, dans le jeu, ont été dominés mais n'ont pas été ridicules sur la première période. Et puis, il y a eu cette contre-attaque menée notamment Fodé Guirassy sur le côté gauche qui va aller centrer. Derrière, Matteo Remars qui vient tout juste de rentrer en jeu, qui reprend, qui touche la barre, mais qui a suivi, c'est Nouri à la 71e minute de jeu qui ouvre la marque, son tout premier but en national pour ce garçon qui est arrivé il y a quelques semaines en même temps que Karim Mokedem sous les couleurs du Stade Briochin. Il était à Châteauroux l'année dernière, avait bien connu le coach Mokedem l'an dernier. Victoire finalement 1-0. On signalera aussi également le penalty arrêté par le gardien justement du Stade Briochin, qui a été héroïque tout au long de cette soirée. Bref, pour la physionomie du match, Vincent, je vous laisse faire. Elle est surprenante, cette première victoire du Stade Briochin, presque au forceps, on peut le dire. Ouais, surprenante si on compare, on le disait en avant-match, si on compare les budgets, si on compare les effectifs. Après, sur le match, même si effectivement Versailles s'est créé une multitude d'occasions, de situations, il y a quand même eu un petit peu de déchets devant le but. Et puis, il y a eu surtout, comme tu l'as dit, une très très grosse partie de Layton qui a fait un match juste incroyable. On discutait avec Vincent Héauman, il me dit en off, comme ça, il me disait, je crois, il a fait 75 arrêts. Peut-être pas 75, mais en tout cas, il en a fait un sacré paquet. Et notamment sur ce penalty, parce qu'à un partout, restant un quart d'heure derrière, je suis pas sûr que les Griffons auraient pu tenir. Après, ils ont eu quand même le mérite de bien défendre, aidé en ça, je le disais, par un très très bon gardien, mais les coups qu'ils ont eu à jouer offensivement, ils les ont bien joués. Et défensivement, ça a été très cohérent, avec une équipe très remaniée, avec des joueurs qui n'ont pas joué à leur poste. Honnêtement, ça peut leur donner beaucoup de confiance pour la suite. Ouais, peut-être en tout cas de la confiance pour Karim Mokedem, qui était forcément tout heureux à l'arrivée de cette rencontre. Vous savez qu'il est superstitieux, Karim Mokedem. On va sans doute. Ouais, exactement. Peut-être que notre réputation de chat noir est terminée. La parole à Karim Mokedem. Oui, c'est le principe de base. C'est ce qu'on avait vu avec les garçons depuis un petit moment, et notamment cette semaine ou la semaine dernière face à Borgo. On a concédé 3 pénaltys dans le même match. Et en faisant des crimes défensifs, comme je l'aurais dit à la semaine d'entraînement, où on n'a vraiment été pas bon défensivement. On a progressé de ce côté-là aussi, on n'en a concédé qu'un ce soir, penalty. Alors il faut remercier la performance collective des joueurs, parce que là, ce soir, vraiment, des fois, là, je reçois des messages, bravo coach. Non, c'est bravo les joueurs ce soir, bravo les joueurs, parce qu'ils ont fait don de leur corps, ils ont fait don d'eux totalement, ils ont été dans le dépassement de soi. Et puis,
soir de première et soir de premier clean sheet. Et ça se passe pas sans un grand gardien de but aussi. Et ce soir, il a été grand, même si des fois, il m'a fait un peu transpirer sur 2-3 prises de balles et 2-3 crampons glissants, on va dire. Mais après, globalement, il nous a sorti les arrêts qu'il fallait au bon moment. Ça m'a évité de faire appel à Vincent Magnès cette semaine à l'entraînement. Donc voilà, je vais essayer d'être performant là-dessus. Il était chaud. Sur le terrain, on n'a pas vu que c'était le deuxième qui jouait contre le dernier. On a eu des séquences de possession, on a eu des séquences où on a réussi à sortir le ballon de gauche, à l'amener à droite. On a eu des ballons qui... Alors on n'a pas cadré une, je crois d'ailleurs, en première mi-temps, mais on a des ballons qui sont arrivés dans la surface, on a réussi à frapper. Tout soir de première, ça se fait dans la douleur, ça se passe. Voilà. Tu enfanteras dans la douleur. Il va falloir qu'on continue comme ça, qu'on s'accroche, qu'on travaille. Et aujourd'hui, on est revenu à 2 points, on va dire, de l'avant-dernier. Pour vous dire, on part de loin, on part vraiment de loin. Mais on est revenu aussi à 6 points du premier non relégable, quoi. Voilà. Donc c'est pas anodin aussi. Donc c'est bien, c'est important. C'est la première fois que je viens à Versailles. Généralement, quand il y a mes compères tic et tac qui sont pas loin, j'arrive toujours tic et tac. Manu, Vincent, c'est eux. Voilà, vous les avez reconnus. On arrive toujours à gagner. Voilà. Et je suis content de vous revoir parce que vous me manquiez aussi. Voilà, toutes ces ambiances-là. Bah, ça suffit, j'ai assez parlé, je crois. Un petit mot aussi également avec un intérimaire. Ce soir, c'était Vincent Ehouman qui faisait partie du staff, bien sûr, de Youssef Chibi, qui là a été coach principal dans le cadre de ce match. Vincent Ehouman qui tire les conclusions de cette rencontre dans le contenu et qui nous parle aussi également possiblement de son avenir. Et on savait qu'on n'allait pas avoir un match facile. Effectivement, il n'avait pas encore gagné, mais tous les résultats étaient très étriqués. C'est une équipe qui lâche pas, qui a des joueurs de qualité. Ils l'ont montré ce soir. Maintenant, nous, on s'était préparé pour leur poser des problèmes. Je pense que ça a été le cas. On a eu beaucoup de situations, beaucoup d'occasions. On a manqué peut-être un peu de justesse dans les derniers centres, les dernières passes. On a malheureusement, avec Capit, la possibilité d'égaliser sur penalty. On ne saisit pas cette chance. Et puis voilà, ce qui devait arriver arriva. Ils marquent un but sur une de leurs rares réelles opportunités. Et on est puni et on tombe de haut. On est déçu. Mais voilà, le foot est fait ainsi et puis la vie continue. Il y a des choses qui sont claires et nettes, c'est que je n'ai pas le diplôme pour entraîner en National 1. J'espère à l'avenir pouvoir essayer d'aller le chercher. Donc aujourd'hui, j'assure l'intérim avec toute la meilleure volonté du monde, avec toute mon énergie, avec Sébastien et tout le staff. Donc voilà, on le fait avec beaucoup de fierté. Et en toute logique, si quelqu'un est nommé demain, dans une semaine, dans 3 semaines, eh ben, je reprendrai ma place d'adjoint que j'avais en début de saison si le coach veut bien de moi. Un petit mot pour terminer avec un dernier avis, celui de Karim Mokedem, Vincent, qui a fait une éloge à Capi Djoko, le meilleur buteur bien sûr du FC Versailles. Regardez, alors c'est pas la saison encore pour faire son équipe type du championnat national, mais Karim Mokedem lui s'est amusé. Il s'est amusé à montrer ce que pourrait être en tout cas l'équipe d'attaque de rêve pour Karim Mokedem. C'est très intéressant, écoutez plutôt. J'ai encensé Nel El Ainaoui après le match de Nancy, et ce soir je vais encenser Capi Djoko. C'est le meilleur attaquant du championnat. Voilà. Et on peut faire une petite ligne d'attaque avec Boutra d'un côté, Djoko dans l'axe. Puis à droite, j'en trouverai bien dans les matchs qui vont arriver, quoi. Mais déjà, ces deux-là, franchement. Ah, le Méoté. Voilà. C'est sûr. Le Méoté, c'est le prochain adversaire. Donc ça me fait chier parce que lui, c'est le meilleur numéro 10 du championnat. Mais c'est vrai que Djoko, vraiment, c'est pied droit, c'est pied gauche, c'est percutant, c'est dos au but. Alors oui, il a raté un penalty ce soir. Mais de loin, ça faisait longtemps. Depuis Haché Lanani, il y a 3 ans avec moi, à Bourg, j'avais jamais vu un attaquant comme ça. Vraiment, il est fantastique. Il est extraordinaire, le gamin. Franchement, et comme quoi, il n'y a pas d'âge, puisqu'il est passé par Chartres, il est passé par Rouen, il arrive à l'Âge-Mur aujourd'hui. Et donc c'est bien pour lui. Comme quoi dans le football, c'est un message envoyé aux jeunes aussi, il ne faut jamais rien lâcher. Il faut jamais rien lâcher, c'est important. Il y aura un dernier match dans cette 12e journée du championnat national. Il sera à vivre bien sûr sur les antennes de Canal Plus Foot. Ça sera ce lundi à 21h, Vincent. Nancy qui accueille Sedan.
petit derby de l'Est, on peut le dire, Ouais. on peut le dire ainsi. Et une rencontre parfois très très alléchante. Franchement, Nancy qui doit rebondir et Sedan aussi, c'est pareil, qui était l'une des équipes en forme jusqu'à la semaine dernière. Bah oui, avec ces 3 victoires d'affilée, Sedan est malheureusement tombé face à Concarneau, mais comme on l'a dit, et nous on y était en plus à ce match, et c'est vrai que Concarneau pour nous c'est certainement la plus belle équipe de ce championnat pour l'instant. Mais en tous les cas, ouais, Sedan doit tout de suite essayer de reprendre des points. À Nancy, ce ne sera pas facile, surtout qu'Albert Cartier, par rapport au match de la semaine dernière, était assez agacé en fait de l'état d'esprit de ses joueurs, où il disait finalement en Coupe de France contre Ritzpate Valeur, bravo. C'est un truc comme ça, en R1 du côté de Nancy, il avait dit que c'était peut-être un accident, mais finalement c'est dit au vu de la défaite de la semaine dernière, c'était pas un accident, il nous manque quand même quelque chose au niveau de l'état d'esprit. Donc là, à Marcel Picot, c'est le moment de reprendre les bonnes habitudes. Exactement, Vincent, juste un homme autour de ce match. Il faut faire un focus tout à fait particulier sur ce qui est pour moi l'une des grandes révélations de ce championnat. Ça n'en est pas forcément une pour les supporters de l'AS Nancy-Lorraine. Neil El Ainaoui, Ah oui. quel joueur ce garçon, fils de l'ancien tennisman bien sûr marocain. Juste un petit mot là-dessus parce que c'est vrai que je trouve qu'on n'en parle pas assez par rapport à la saison qu'il fait. Je dirais pas qu'il tient à bout de bras cette équipe de Nancy, mais franchement il est détonnant et incroyable. Et c'est marrant que tu dis ça, Manu, parce que justement, quand on en parlait avec un petit peu en off aussi avec Karim Mokedem pour lui demander un petit peu les joueurs qu'il avait vus, il l'a cité tout de suite. Il a dit que c'était un joueur juste incroyable. Et comme tu dis, en fait, on a l'impression qu'il tient un petit peu son équipe, que c'est un petit peu le taulier. Et pourtant, il est tout jeune quand même, ce joueur. Et il a une marge de progression assez impressionnante. Exactement. On rappellera quand même que c'est un garçon formé à l'AS Nancy-Lorraine et que c'est un garçon qui avait l'occasion de rester dans l'ère professionnelle en allant signer bien sûr à Metz cet été. Metz qui avait proposé une belle somme d'argent notamment à Nancy. Et là, Ainaoui a dit non, moi je veux continuer là où j'ai commencé, je veux poursuivre cette aventure avec Nancy. C'est plutôt beau et j'imagine que ça a dû toucher en plein cœur les supporters de Nancy qui sont généralement qui n'ont pas trop le cœur grenat, on va le dire ainsi. C'est pas trop les habitudes. Allez, un petit point sur le classement avant de refermer ce nouveau tour des stades pour cette 12e journée. Concarneau donc solide leader, 6 points d'avance sur un nouveau dauphin et un surprenant promu qui est le FC Martigues à la 2e place, qui l'eût cru, donc qui compte 19 points, c'est autant de points bien sûr que Dunkerque et Versailles qui suivent. Et puis derrière ça reste très serré parce qu'on a le Red Star à la 5e position, mais on signalera qu'entre le Red Star 5e et Avranches 13e et premier relégable, on ne compte que 4 points d'écart. Ça va être absolument passionnant. Sedan n'a pas joué, donc reste bien sûr 14e. On signalera aussi également la présence dans la zone rouge de 2 promus, le Paris 13 Atlético et Dupuis. Le FC Borgo repêché est à la 17e place et puis ça y est, le Stade Briochin revient. Alors entre guillemets, il leur reste encore beaucoup de points à glaner pour sortir de cette zone rouge, puisqu'il leur faut 7 points pour essayer d'aller chercher Bourg-en-Bresse, mais au moins dans la tête, on l'a dit tout à l'heure, ça va leur faire beaucoup de bien. Elle va être palpitante chaque semaine, je vais vous lancer comme ça jusqu'au mois de mai, Vincent, mais c'est quand même fou de se dire qu'on a des équipes aujourd'hui qui sont relégables et qui, en 2 matchs, avec une bonne série, peuvent raccrocher le wagon de la montée, quoi. Mais complètement, et c'est vrai comme tu dis, on peut se dire chaque semaine parce que chaque semaine en fait on est sidéré par ce classement en fait, et cette masse de clubs qui se tient en 1, 2 points, 3 points, 4 points. Oui, alors Saint-Brieuc pour l'instant il faut déjà qu'ils pensent à sortir de cette dernière place, mais des équipes comme Avranches ou Bourg qui sont plutôt pas très bien, avec une série de 2 matchs, ça y est, ils peuvent recoller à Martigues et Dunkerque ou Versailles. Donc cette saison, elle sera palpitante jusqu'à la fin de la saison. Et n'oubliez pas, Vincent, que Concarneau est leader, mais Stéphane Le Mignon nous l'a dit la semaine dernière dans le Tour des Stades, il joue le maintien. Donc attention, il peut se passer encore des choses. Voilà les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Restez bien sûr connectés sur les réseaux sociaux du championnat de national. Vincent, c'est intermède Coupe de France la semaine prochaine. On va souffler. On va souffler un petit peu. Et puis on se retrouve dans 15 jours avec une programmation de toute beauté. Bref, restez fidèles au plus beau des championnats, le championnat national qui continuera même en période de Coupe du Monde. Ça, c'est quand même un privilège pour des journalistes que nous sommes. Exactement. Bonne soirée les amis, prenez soin de vous, ciao.